Le risque est vraiment réel et dans une certaine mesure, nous y sommes déjà. La stagflation, c'est une combinaison du ralentissement de l'activité, de la hausse des prix Mhm. et aussi d'un climat de perte de confiance. Et aujourd'hui au Liban, ces trois éléments sont malheureusement réunis. L'activité économique recule, comme le montre le PMI qui bascule en dessous de 50%. Et ça montre qu'il y a une zone de contraction. Et aussi, l'inflation repart autour de 12%. Et la guerre crée une certaine incertitude qui paralyse d'ailleurs la consommation et les décisions d'investissement. Mais il faut mentionner que nous ne sommes pas dans une stagflation qui est extrême, mais dans une stagflation qui est causée par la guerre, qu'on appelle aussi une stagflation de conflit, où l'économie ralentit alors même que les pressions des prix persistent sans véritable marge d'ajustement. Une économie en guerre, Maurice, elle ne choisit pas entre inflation et récession, elle subit les deux Mhm. simultanément. À court terme, je suis plutôt pessimiste. Pessimiste. Les prévisions avant la guerre tablaient sur un léger rebond de 3 à 4% de croissance. Ce rebond était conditionné par une certaine stabilité sécuritaire et politique qui n'existe plus maintenant. Et si la guerre se prolonge, nous allons vers un scénario qui est très clair, un ralentissement qui va être vraiment marqué avec un risque réel de retour à la récession. Les secteurs qui sont les plus touchés sont déjà visibles, le tourisme, les services, la consommation et surtout les Mhm. transferts des Libanais de l'extérieur. Il ne faut pas oublier que le Liban sort d'un choc majeur avec des pertes estimées à plus de 14 milliards de dollars récemment. Concrètement, dans les prochains mois, on peut s'attendre à moins d'activités, à moins de décisions d'investissement. Et d'ailleurs, sans stabilité politique et monétaire, on ne peut pas parler d'économie. L'ampleur des pertes est certainement très lourde. Les estimations du ministère de l'économie évoquent des pertes quotidiennes, journalières, entre 90 et 100 millions de dollars. Et c'est vraiment catastrophique pour une économie comme l'économie libanaise qui est déjà affaiblie. Les pertes que nous sommes en train de citer ne peuvent pas détruire d'ailleurs, et on espère qu'elles ne le fassent pas, la totalité du potentiel de notre pays, mais elle va le rendre vraiment conditionnel. Le pays conserve certainement ses atouts. Nous avons toujours une diaspora qui est prête à appuyer le pays, un secteur privé qui est vraiment adaptable. Nous avons besoin certainement d'une stabilité sécuritaire et de réformes, mais le problème du Liban, il n'est pas vraiment l'absence de potentiel. C'est un problème qui est en rapport plus avec l'accumulation des chocs qui empêchent vraiment le pays de Mhm. redémarrer dans des conditions qui sont meilleures. Réellement, on peut distinguer trois scénarios. Si la désescalade va être rapide, alors la contraction va diminuer et l'économie va fonctionner avec un ralenti, mais sans rupture majeure. Mhm. Mhm. Dans un scénario qui est intermédiaire, qui est vraiment plus probable, et si les tensions se prolongent, on va voir une phase d'attrition. Et par suite, la consommation va certainement reculer, les investissements se figer et le tourisme va être influencé d'une manière qui est négative. Alors que dans un troisième scénario où la guerre peut être une guerre prolongée, où la situation elle peut escalader vers des situations très difficiles, alors on voit qu'on va basculer vers une logique de désorganisation qui peut être profonde et que le pays est incapable de supporter. Ce qu'il faut retenir, c'est que la trajectoire économique du Liban en 2026 ne dépend certainement pas de ses fondamentaux, mais presque exclusivement de la durée et de l'intensité de ce choc sécuritaire que nous vivons. L'inflation, elle est déjà autour de 10 à 12%, mais pourrait se rapprocher de 15 à 20% si la guerre va se prolonger. Pour le chômage, il est certainement supérieur à 40%, en incluant aussi l'informel à l'intérieur. On a vraiment un arrêt presque complet de quelques secteurs, notamment le tourisme et le commerce. Mais il faut mentionner que tous ces chiffres sont des chiffres estimatifs. Nous n'avons pas des bases de données fiables. L'ajustement va se faire certainement à travers une baisse des revenus, avec la précarité et avec l'émigration, ce qui va rendre la situation
situation sociale encore plus préoccupante par rapport à ce qui a été reflété par ces estimations qui restent dans tous les cas officieuses. Quelles sont les conséquences de l'épuisement des réserves de la Banque du Liban à ce rythme? Le véritable problème aujourd'hui, c'est le déséquilibre entre les entrées et les sorties de dollars. L'économie libanaise dépend fortement des flux de devises, en particulier du secteur du tourisme et de la diaspora. Avec la guerre, ces deux sources ralentissent. Cela crée une pénurie de dollars sur le marché. Comme vous l'aviez déjà mentionné, les besoins d'importation sont supérieurs d'ailleurs à 1 milliard de dollars par mois. Cela augmente mécaniquement la demande sur le dollar et met beaucoup de pression sur le taux de change. Ce qui est révélateur, c'est que les dépôts de l'État auprès de la Banque du Liban ont diminué depuis le début de la guerre de 75 millions de dollars, alors que les réserves de la BDL en devises étrangères ont diminué d'un montant qui est largement supérieur à ça. Cela montre que la diminution des réserves ne provient pas seulement du financement de l'État, mais aussi de la pression sur le marché et de la demande accrue sur le dollar américain. Si cette dynamique se poursuit, la Banque du Liban n'aura que deux options qui sont toutes les deux difficiles. Soit de permettre à l'État d'utiliser les dépôts en livres libanaises et par suite ça va augmenter la masse monétaire et ça va faire des pressions inflationnistes sur le marché et sur le taux de change au risque de pouvoir défendre le prix actuel du dollar, soit convertir une partie de ces dépôts en dollars américains en utilisant ces réserves, en passant par le code de la monnaie et du crédit, notamment l'article 91. Dans les deux cas, nous allons avoir des réserves qui vont continuer à s'épuiser et le problème de fond va persister. Nous sommes dans une économie qui consomme plus de dollars qu'elle en génère et ça va être catastrophique si la guerre va se prolonger. Dans un contexte où les entrées de devises ralentissent et la demande où les besoins restent élevés, les réserves peuvent s'éroder très rapidement. Le véritable risque n'est pas seulement le niveau des réserves, mais plutôt la dynamique de leur baisse. Si cette dynamique se prolonge, la défense de la livre libanaise va devenir de plus en plus difficile et plutôt coûteuse et fragile. Et le pays va rentrer dans une zone de forte instabilité monétaire. Autrement dit, ce n'est pas le seuil technique qui déclenche la crise, mais plutôt la perte de confiance. La baisse des réserves pourrait être malheureusement atténuée par ou même retardée par les entrées de devises via l'économie informelle qui assure aujourd'hui malheureusement encore presque la moitié de la totalité des opérations et des transactions. Mais ce canal qui est instable, qui est peu traçable et nocif ne constitue certainement pas pour nous une solution. Il ne fait que masquer temporairement les tensions sans pourtant pouvoir résoudre le problème. Que reste-t-il des finances publiques? Très peu en réalité. Le budget d'ailleurs n'était qu'un simple exercice comptable, qui équilibrait les recettes et les dépenses et pas plus que ça. Et il n'avait rien comme vision économique. Or, cette hypothèse, elle se basait d'ailleurs sur la stabilité qui a aujourd'hui disparu. Les recettes du budget de l'État étaient principalement issues des taxes et des impôts qui se contractent certainement avec le ralentissement de l'activité économique alors que les dépenses urgentes augmentent, notamment sous l'effet de la guerre. L'État fonctionne donc en mode de gestion de crise sans marge de manœuvre ni capacité de planification. Les finances publiques ne structurent plus l'économie. D'ailleurs, ils ne la structuraient pas. Elles tentent simplement à essayer de contenir les effets brutaux qui sont causés par la guerre que le gouvernement du Liban n'a pas décidé. Lorsqu'on voit les investisseurs et les startups partir, cela ne signifie pas seulement une perte de capitaux, mais surtout une perte du capital humain à la base de la croissance et de l'innovation.
Dans la théorie économique, la croissance durable repose sur l'accumulation de connaissances, d'entrepreneuriat et d'écosystèmes. Or, ce sont précisément ces éléments qui quittent le pays. Ça va se répercuter par un affaiblissement de la croissance, de l'innovation, de la créativité, et ça va faire un blocage sur la montée en gamme de l'économie. Autrement dit, cette fuite n'est pas seulement conjoncturelle, c'est un appauvrissement structurel du tissu économique dont les effets se feront sentir au-delà de la crise actuelle et pour très longtemps, malheureusement. La crédibilité ne se décrète pas, elle se construit. Et elle passe d'abord par un minimum de stabilité politique et sécuritaire, ensuite par des enjeux politiques clairs, par le respect des institutions, par la prévisibilité des décisions et enfin par des mesures économiques qui doivent être concrètes, vraiment concrètes, notamment sur la transparence, la gestion des finances publiques et le cadre réglementaire.